Anne Augereau, vous êtes archéologue à l'INRAP, spécialiste des industries lithiques et du néolithique, la période pendant laquelle se développent les premières sociétés agricoles sédentaires. Et vous avez publié récemment ce livre, Femmes néolithiques, le genre dans les premières sociétés agricoles aux éditions du CNRS. Et dans ce livre, vous vous intéressez particulièrement à la façon dont les femmes deviennent petit à petit en fait des sujets de la domination masculine à cette période clé de l'histoire et de la construction des rapports sociaux. Pourriez-vous nous expliquer comment, en quoi le néolithique est une période essentielle pour comprendre la construction des rapports de domination masculine qui vont ensuite se développer jusqu'à nous? Alors le néolithique, c'est le début de l'agriculture, c'est le début de l'élevage, c'est le début de la sédentarisation, c'est le début de tout un tas de choses techniques qui se mettent en place. On commence aussi à ouvrir le paysage en défrichant pour faire des champs. Les groupes commencent à se former en petits villages, au début de 4-5 maisons avec une centaine d'habitants à peu près, et donc vont exploiter le milieu naturel qui se trouve dans l'environnement de leur petit village et vont commencer aussi sans doute à stocker des richesses, stocker des biens, stocker des denrées, ce qui a certainement débouché sur une forme d'inégalité entre les groupes sociaux et aussi sans doute un renforcement des inégalités entre les hommes et les femmes. Et ces changements économiques sont sans doute pour quelque chose dans la mise en place de la domination masculine telle qu'elle existe encore aujourd'hui. La domination masculine est un fait avéré, universel. Il est indispensable qu'en tant qu'archéologue, on se pose la question de cette domination masculine dans les sociétés anciennes préhistoriques, que ce soit les sociétés de chasseurs-cueilleurs et les sociétés des premiers agriculteurs. On doit se poser cette question. Les femmes préhistoriques sont restées longtemps invisibles, ça c'est certain, et d'ailleurs les archéologues, les préhistoriens, parlaient des hommes préhistoriques qui taillent le silex, parlaient des hommes préhistoriques qui vont à la chasse, parlaient des hommes préhistoriques qui ont inventé l'agriculture, qui ont construit les premiers villages, etc., etc. Et du coup, ça aboutit à une interrogation de la part de femmes archéologues, laquelle interrogation les a menées à organiser un colloque qui s'appelait « Étaient-ils tous des hommes ?» Et ça, c'était à la fin des années 70. Et effectivement, ces femmes se sont posé la question, mais où sont les femmes préhistoriques ? Comment on peut les mettre en évidence ? Comment on peut développer l'archéologie du genre ? Parce que pour mettre en évidence les femmes, il faut passer par ce qu'on appelle une étude de genre qui consiste effectivement à comparer les différences entre les hommes et les femmes, regarder si leurs caractéristiques sont équilibrées en matière d'alimentation, en matière de santé, en matière d'identité, en matière d'origine, etc., etc. Et c'est ce qui est donc, à la fin des années 70, commencé à mettre en œuvre une archéologie du genre qui s'est beaucoup développée dans les pays nordiques, aux États-Unis, en Angleterre, mais très peu dans les pays latins, sauf qu'en Espagne, depuis une dizaine d'années, voire un petit peu plus, des archéologues commencent véritablement à faire de l'archéologie du genre, mais chez nous en France, ça ne fait que démarrer, en tout cas pour les périodes préhistoriques. Qu'est-ce qui se produit de déterminant au néolithique dans la construction des rapports entre les genres, entre les sexes, entre les hommes et les femmes, précisément à cette période ? Pour le néolithique rubanais, celui que je traite plus particulièrement, qui est la première culture néolithique à l'origine du développement de l'agriculture en Europe centrale jusque dans le bassin parisien, on a la chance d'avoir de très grands cimetières avec énormément d'individus qui ont été enterrés dans ces cimetières, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des plus jeunes, des enfants. Et dans un premier temps, c'est par l'analyse des mobiliers qui leur sont associés dans la mort que l'on arrive à déterminer des identités funéraires avec des hommes qui ont plus particulièrement des haches polies
en roche dure, des armatures de flèches, donc des flèches, des andouillets en bois de serre, et puis des femmes qui soit n'ont rien, soit ont plutôt des parures et des outils plus ordinaires. Et c'est en comparant les mobiliers funéraires de tous ces types, de tous ces groupes sociaux, de tous ces groupes d'individus, qu'on arrive à jeter les bases d'une catégorisation sociale qu'ensuite on enrichira par d'autres analyses sur l'alimentation, sur la division du travail, que faisaient ces hommes, que faisaient ces femmes, qu'est-ce qu'ils mangeaient, quel était leur parcours de vie, leur biographie en quelque sorte. Dans votre livre, vous investiguez particulièrement la culture du rubané, ou la culture de la céramique linéaire, qui est l'une des premières grandes cultures néolithiques. C'est une culture qui s'étend sur environ 1 million de kilomètres carrés entre le 6e et le 5e millénaire, dans toute l'Europe d'est en ouest. Pourquoi cette culture est particulièrement intéressante pour comprendre le changement des rapports entre les hommes et les femmes durant cette période de la préhistoire? Le rubané, c'est une culture qui se répand depuis la Hongrie jusque dans le bassin parisien. Culture très homogène dans ses manifestations culturelles, manière de fabriquer les maisons, manière d'enterrer ses morts, manière de fabriquer ses outils de silex, etc., qui donc va coloniser l'Europe à partir de la Hongrie jusque dans le bassin parisien par déplacements successifs de petits groupes de population. Et donc cette culture est à l'origine de la naissance de l'agriculture, de l'élevage, de la sédentarité dans toute cette partie de l'Europe centrale jusque dans le bassin parisien. Et elle se caractérise aussi, cette culture rubanée, par une population, puisqu'on a beaucoup de cimetières, on a beaucoup d'individus sur lesquels on peut travailler, par un bagage génétique commun de l'ensemble de ces populations rubanées que l'on connaît donc depuis la Hongrie jusque dans le bassin parisien. Donc c'est une culture homogène sur le plan culturel, technique, génétique et sans doute aussi sur le plan de l'idéologie et des aspects culturels. On l'appelle rubané parce que les vases qui caractérisent cette culture sont décorés de rubans, tout simplement. Dans les grands cimetières d'Europe centrale, où il y a de nombreuses tombes, je crois que le plus grand cimetière doit réunir 300 tombes, on arrive à déterminer une structuration de l'espace funéraire avec des paquets de tombes, des croupes de tombes, au centre desquelles sont enterrés des hommes à herminettes avec beaucoup de mobilier, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs herminettes, un grand nombre de flèches, des andouillets en bois de serre et puis aussi des briquets à percussion. Donc au centre de ces groupes de tombes, on a ces hommes avec tout ce mobilier-là assez riche. Et aux alentours, dans un second cercle, on a des hommes avec des herminettes et un mobilier beaucoup moins riche. Donc on a comme une organisation par cercle concentrique à partir de la position centrale de l'homme très richement doté. Et puis encore en périphérie, ou mêlé au groupe des hommes avec seulement des herminettes, on a quelques femmes avec des parures. Et en périphérie encore de ces groupes-là, on a des hommes qui n'ont pas de mobilier, en tout cas de mobilier parvenu jusqu'à nous, et des hommes aussi avec des flèches. Et du coup, si la position dans la mort reflète la position dans la vie, ce qui a été quand même démontré par l'ethnologie, en tout cas pour certains cas de figure, eh bien on peut penser que la société néolithique était organisée autour de ces hommes dominants, ces hommes dominants centraux dans les cimetières, qui rassemblaient aussi autour d'eux d'autres hommes également dominants, mais peut-être de rang inférieur, avec leurs femmes, leurs enfants, et des archers, dont la fonction est pour le moment assez difficile à cerner. Mais en tout cas, ces archers sont vraiment des archers, ils n'ont pas d'autre mobilier avec eux. Et soit ils pourraient être chasseurs, soit ils pourraient provenir d'autres provinces rubanées pour une raison X. Mais en tout cas, ils ont un statut différent des autres membres de la population rubanée.
Donc on a vraiment une structuration pyramidale, je dirais, à partir d'hommes dominants et qui qui sont peu nombreux donc, et qui auraient sous leur autorité d'autres hommes à Herminette, mais aussi des femmes, des archers, et la grande cohorte des hommes et des femmes sans mobilier, en tout cas de mobilier parvenu jusqu'à nous, qui ont peut-être un autre statut, qui ont probablement un autre statut que ces hommes dominants à Herminette. Depuis que j'ai écrit le livre, on a fait des études tracéologiques, on a essayé de regarder les microtraces sur les outils de ces hommes que je considère comme étant dominants, et on s'est aperçu que ces herminettes avaient servi à deux choses. La première, au travail du bois. Donc les hommes ont en charge, au moins pour une partie, le travail du bois, la fabrication des bois de charpente, peut-être les pirogues, puisqu'ils avaient aussi besoin de se déplacer, tous les ustensiles en bois, qui étaient certainement assez nombreux, bien qu'on n'en retrouve pas trace. Donc le travail du bois. Également un travail de boucherie, et notamment sans doute de désarticulation des carcasses, parce que ce sont des gestes assez violents qui sont présents, enfin dont les traces sont présentes sur ces herminettes. Et puis troisième fonction de ces herminettes, c'est aussi des outils de guerre, sans doute, parce que dans les massacres dont je parlais tout à l'heure, qui se font jour à la fin du Rubané, eh bien, bon nombre de blessures que l'on constate sur les crânes des massacrés ont des modules, ont des formes qui correspondent tout à fait aux modules et aux tranchants des herminettes. On sait tout ça parce que, bien sûr, il y a ces objets, mais aussi les hommes néolithiques ont été examinés de la même manière, leurs os ont été examinés de la même manière que ceux des femmes néolithiques. Et du coup, on s'est aperçu qu'ils avaient des lésions, des déformations osseuses au niveau du coude, au niveau aussi de l'épaule et du poignet, lesquelles sont caractéristiques, d'après les ostéologues, d'une pratique liée, par exemple, au maniement de la hache, de manière répétée, qui provoque des lésions au niveau du coude, ou alors du tir à l'arc. Donc il y a effectivement une partition comme ça entre les hommes et les femmes. Et on sait aussi par ailleurs, parce qu'on a quelques exemples, que ces flèches ont été... donc on connaît on a des archers, ça c'est sûr, mais aussi on connaît des hommes, quelques hommes, avec des armatures de flèches fichées entre leurs côtes et qui sont morts de cette blessure et qui ont été enterrés dans les cimetières. On pense habituellement que la division sexuée du travail a des origines naturelles, les hommes ayant par exemple une force physique plus importante que les femmes et donc seraient de ce fait assignés à certains types de tâches, tandis que les femmes, avec les contraintes de la maternité, par exemple, seraient plutôt assignées au domaine domestique. Pour autant, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Quels sont les domaines auxquels les femmes néolithiques sont assignées et les domaines auxquels les hommes sont assignés ? Le travail du bois, la boucherie, la guerre et aussi certainement la chasse sont des domaines du masculin. Mais la chasse au grand gibier, parce qu'il n'est pas interdit de penser, et on en retrouve quelques exemplaires dans les séries d'os qu'on retrouve dans les habitats, il n'est pas interdit de penser que les femmes chassaient aussi, mais peut-être le petit mammifère. Donc c'est vrai qu'on dit la chasse, c'est les hommes, mais c'est plutôt la chasse au grand gibier, cerf, sanglier, auroch, chevreuil. Les petits mammifères tels que la martre et bien d'autres encore pourraient être plutôt chassés par les femmes. Donc les femmes chassent, mais elles n'ont pas le prestige de la chasse au grand gibier qui, lui, est réservé aux hommes. Mais en tout cas, certains hommes et le reste de la population dont les femmes n'ont pas la même alimentation. C'est-à-dire que les hommes qui ont les herminettes, les hommes qui ont les flèches, ils ont une alimentation plus riche que les autres en protéines animales.
On peut penser que peut-être que c'était lors de leurs expéditions de chasse, puisque la chasse se maintient au néolithique, même si l'agriculture et l'élevage se développent, que c'était pendant leurs expéditions de chasse qu'ils mangeaient sur place au moins une bonne partie du produit de leur chasse. Et du coup s'appropriaient cette viande qui était moins fréquemment donnée aux femmes, aux enfants et à d'autres hommes qui n'ont pas ce statut d'homme dominant, parce qu'au néolithique rubanais, je pense qu'il y avait des hommes dominants qui étaient donc ces hommes à herminette, qui allaient à la chasse, etc. Donc des différences d'alimentation. Les femmes aussi, ce que l'on voit aussi, c'est que donc elles ont une alimentation différente et elles ont souvent, en tout cas en moyenne, des traces de stress alimentaire que l'on ne retrouve pas de manière aussi fréquente chez les hommes. C'est par exemple ce qu'on appelle l'hypoplasie dentaire, c'est-à-dire que c'est une malformation de l'émail qui est due à des stress alimentaires pendant l'enfance. Ce sont aussi des affections telles que cribra orbitalia, l'os devient spongieux, et là encore c'est dû à des carences alimentaires. Et puis c'est aussi, on a constaté entre le passage des chasseurs-cueilleurs au néolithique rubanais, une diminution générale de la stature et de la masse corporelle des hommes et des femmes, mais qui affecte plus les femmes que les hommes. Et c'est dû certainement aussi à des stress alimentaires, à un moins grand accès aux protéines animales, à peut-être aussi des activités plus fatigantes, plus répétitives, etc. Pouvez-vous nous expliquer comment cette répartition des tâches s'est construite au fil du temps de manière culturelle dans ces sociétés ? Cette répartition des tâches n'a rien de naturel, parce que la force physique n'a rien à voir là-dedans. Les femmes, ce que l'on a pu mettre en évidence pour les femmes néolithiques rubanais, donc, c'est qu'elles étaient extrêmement musclées, extrêmement costauds, qu'elles avaient des attaches musculaires extrêmement développées, notamment au niveau de leurs bras, qui font qu'on pense qu'elles portaient des lourdes charges, mais elles pratiquaient aussi des activités répétées, extrêmement difficiles pendant de longs moments. Et ces activités en particulier seraient tout d'abord, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui est fort probable, ces activités seraient liées à la mouture de substances, de divers matériaux, notamment la mouture des céréales sur ce qu'on appelle des meules dormantes, c'est-à-dire des meules qui sont fichées dans le sol et sur lesquelles on passe régulièrement une molette, ce qu'on appelle une molette, pour moudre le grain ou d'autres substances, décolorants, etc., etc. Et donc les femmes néolithiques ont développé une musculature des bras extrêmement importante qui fait penser à cette activité-là, à tel point que les archéologues qui ont étudié ces bras néolithiques, de femmes néolithiques, disent qu'elles sont plus musclées, en tout cas aussi musclées que nos championnes d'aviron actuelles. Donc c'est vraiment une activité extrêmement répétitive, extrêmement difficile, qui occupait une bonne partie du temps les femmes néolithiques. Dans votre livre, j'ai été intéressée particulièrement par la question des innovations technologiques et de la façon dont elles étaient appropriées en fait par les hommes au détriment des femmes qui sont plus souvent assignées aux tâches répétitives, notamment par l'exemple du tour de potier, qui est une innovation qui est utilisée majoritairement par les hommes dès qu'elle apparaît, au détriment des femmes qui montaient plutôt les vases et la céramique de façon manuelle. Il y a dans la littérature ethnologique un certain nombre d'ethnologues, d'anthropologues, qui ont constaté que, par exemple, quand une technique devient plus aisée, moins pénible, cette technique est, entre guillemets, confisquée par les hommes. C'est le cas, effectivement, du tour de potier. On s'aperçoit dans les sociétés traditionnelles actuelles, subactuelles, que
la céramique, la poterie modelée est une activité principalement féminine, alors que là où on pratique cette activité avec un tour de potier, eh bien, cette activité devient masculine. Donc c'est une manière pour les hommes aussi de laisser aux femmes les tâches les plus pénibles, et dès lors que la technique devient plus maniable, plus facilement utilisable par une innovation quelconque, eh bien, le métier, entre guillemets, l'activité devient masculine. Dans votre livre, vous donnez plusieurs facteurs qui ont favorisé la subordination des femmes. Le fait, par exemple, que les femmes soient les premières à changer de groupe, qu'elles soient beaucoup plus mobiles que les hommes. Il y a aussi les questions de l'alimentation. On peut effectivement émettre l'hypothèse d'une subordination des femmes néolithiques, rubanées, aux hommes. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de l'envisager. Le premier d'entre eux, c'est que effectivement les femmes bougent plus que les hommes. Ça, on le voit dans différentes analyses. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais chimiques, mais aussi génétiques, parce que les gènes féminins parmi la population rubanée, les gènes féminins sont beaucoup plus répandus sur un plus large territoire géographique que les gènes masculins. Donc les femmes bougent plus, et certains chercheurs ont envisagé que, au moins pour une partie d'entre elles, la forme de mariage était une forme patrilocale, c'est-à-dire que c'est les femmes qui viennent habiter chez leur mari. Donc au moins pour une partie d'entre elles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aussi on connaît à la fin du rubané, à la fin de la période, aux alentours de 5100, des charniers qui sont relativement nombreux, enfin relativement nombreux pour la préhistoire, hein, on en connaît au moins 3 ou 4, et dans ces charniers, on retrouve des individus massacrés sans doute à l'aide d'herminettes, donc d'objets masculins. Et parmi la population de ces massacres, ce sont des gens qui sont jetés dans une fosse sans ménagement. On trouve des hommes âgés ou jeunes, on trouve des femmes âgées, on trouve des enfants, et on ne trouve pas, ou très peu, de femmes en âge de procréer. Donc l'une des hypothèses qui a été envisagée, c'est que ces massacres se finissaient sans doute, ou la raison de ce massacre pouvait être aussi le rapt de femmes pour s'approprier leur faculté de procréation, ou pour punir la tribu voisine parce qu'ils ne s'entendaient pas sur une question quelconque, mais en tout cas, le rapt de femmes est une hypothèse assez sérieuse qui a été envisagée par un certain nombre de chercheurs. Et donc, quand on rapte des femmes, même si on massacre les hommes, quand on s'approprie des femmes, eh bien, on peut penser que la valeur des femmes n'était pas la même que la valeur des hommes qui, heureusement, bien sûr qu'ils étaient tués, mais en tout cas, on ne les arrachait pas à leur milieu, à leur famille, comme on le faisait pour certaines de ces femmes, et que donc la valence différentielle des sexes, telle que la pense Françoise Héritier, pourrait aussi être envisagée dès le néolithique pour ces femmes que l'on raptait un peu. Et puis ce sont des techniques de guerre qui sont extrêmement courantes, que l'on connaît encore actuellement, qui avaient cours aussi durant l'Antiquité avec l'enlèvement des Sabines, etc. Donc le rapt de femmes, c'est vraiment une constante des conflits guerriers au cours de l'histoire, et apparemment ça démarre avec le néolithique. Dans votre livre, vous vous intéressez au sujet immature, c'est-à-dire les enfants ou les très jeunes individus dans les groupes. Et il semble que ces caractéristiques de genre soient acquises dans les sociétés néolithiques dès le plus jeune âge. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la façon dont l'éducation aussi participe dès cette époque à l'assignation d'un genre aux personnes ? On a parmi ces grands cimetières une population d'enfants sur laquelle on peut essayer de voir comment se répartissent, comme chez les adultes, les haches, les herminettes, les flèches, la parure, etc., etc. Et effectivement, on a deux groupes de population parmi ces enfants.
de jeunes enfants qui, à partir de l'âge de 5 ans à peu près, ont plutôt des herminettes, ont plutôt quelques flèches, ont aussi ce qu'on appelle des briquets à percussion, qui est un autre emblème entre guillemets masculin. Et donc c'est à partir de 5 ans que l'on attribue à une partie des enfants ces éléments qui sont des éléments genrés parmi les adultes. Et puis on a aussi une population composée d'une autre, qui est différente de celle-ci, où on a principalement de la parure comme chez les femmes. Alors ça ne veut pas dire comme les femmes n'ont pas de parure, mais en tout cas chez les enfants, on a une population avec de la parure, une population avec un équipement masculin, et puis une grande autre population où il n'y a pas tout ça, parce que c'est important aussi de le dire, c'est que je parle aussi des individus qui ont du mobilier auprès d'eux. Tous n'ont pas de mobilier. Et donc l'hypothèse qu'on peut envisager, c'est qu'il y avait peut-être des garçons auxquels on attribuait ces attributs masculins très tôt. Il y avait peut-être des filles auxquelles on attribuait ces mêmes attributs féminins très tôt, aux alentours de 5 ans. Et comme ceux qui ont des haches et des herminettes, et que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, les hommes à herminettes sont strictement des hommes locaux, c'est-à-dire qu'ils sont nés et qu'ils sont morts au même endroit, et qu'il y a des enfants qui présentent ces mêmes caractéristiques avec leurs herminettes et leurs flèches, on peut envisager que le droit sur la terre était détenu par ces hommes et que ce droit sur la terre était peut-être transmis à des enfants, peut-être leurs enfants, mais peut-être pas, pour le moment on n'en sait rien. Mais qu'en tout cas, il y a homologie dans les traitements funéraires entre ces hommes à herminettes et ces enfants. Ces hommes à herminettes sont localisés, sont inféodés à un territoire qui est toujours le même, qu'ils avaient peut-être un droit sur la terre et que peut-être ce droit sur la terre était hérité. Voilà ce que l'on peut dire, et ce n'est pas évidemment le cas des femmes. Y a-t-il eu au néolithique des femmes au statut social exceptionnel ? L'existence de femmes puissantes reste à démontrer complètement. Alors, ceci étant dit, il y a des régions, parce que là j'ai dressé un tableau général, il y a des régions où on peut être plus nuancé, notamment dans le bassin parisien, qui est le Finistère du Rubanais, là où l'expansion de la culture rubanais se termine. Et dans cette région-là, il semblerait que les hommes et les femmes n'aient pas tout à fait le même statut que dans les régions plus orientales, à partir de l'Alsace jusqu'à la Hongrie. En effet, dans le bassin parisien, déjà, il n'y a pas des grands cimetières comme en Europe centrale. Les quelques sépultures que l'on retrouve sont plus dispersées ou au sein des hameaux, au sein des villages. Et les hommes n'ont ni herminette avec eux, ont très 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 rarement une flèche, n'ont pas d'andouillet. Donc tous les symboles de la masculinité qu'on retrouvait vers l'Est n'existent pas dans le bassin parisien. Et en revanche, dans le bassin parisien, c'est là qu'on a les femmes les plus parées, avec des bijoux extrêmement riches, avec des gros colliers en spondyle de Méditerranée. C'est un coquillage qui est de couleur rouge vif, que l'on taille pour faire des perles, de grosses perles, pour faire des bracelets aussi. Elles ont aussi beaucoup de colliers, elles ont des parures de tête brodées avec des coquillages jaunes, noirs, etc. Ce sont des femmes que j'ai appelées femmes en apparat, avec des bijoux vraiment voyants. Et dans le bassin parisien, on ne retrouve pas non plus de charniers tels que l'on les trouve en Europe centrale à la fin du Rubanais. Et puis il y a une partie de ces parures qui sont sur des femmes qui proviennent de l'océan Atlantique, de la façade atlantique. Et du coup, peut-être que les femmes à cette période-là, à la fin du Rubanais, dans le bassin parisien, avaient un statut peut-être plus apaisé, plus enviable que celle d'Europe centrale. En tout cas, elles sont... Certaines d'entre elles, c'est toujours pareil, il y en a toujours un petit nombre qui se dégage du lot commun, mais un petit nombre quand même. Elles se démarquent véritablement par leur parure du reste de la population
et des femmes d'Europe centrale et d'Allemagne. Et on peut penser qu'à ce moment-là, c'est plus trop l'homme dominant qui pèse, qui structure la société, mais peut-être un groupe social composé de manière peut-être plus équilibrée de femmes et d'hommes. Non pas des sociétés matriarcales, ça n'existe pas, mais des sociétés matrilinéaires ou matrilocales, c'est-à-dire où les biens sont transmis par la lignée féminine, où la filiation se fait par les femmes également. Donc certaines sociétés privilégient soit les matrilinéarités, soit la matrilocalité, et certaines d'entre elles allient les deux. Et c'est évidemment dans ces sociétés que les conditions des femmes sont les moins violentes, les moins oppressives. Elles peuvent avoir même un certain pouvoir. Mais néanmoins, celui qui décide en dernier ressort, c'est un homme. Que ce soit le pouvoir politique est toujours détenu par un homme, et le pouvoir religieux également, le plus haut pouvoir religieux également détenu par un homme, même s'il existe des assemblées des femmes qui donnent leur avis, même si certaines femmes pèsent dans la balance lorsqu'elles donnent un certain nombre de consignes, d'avis, etc. En dernier ressort, il y a toujours un homme qui prend la décision, ou une assemblée d'hommes qui prend la décision finale, notamment en matière politique. Pour conclure, Anne Augereau, le patriarcat, alors, est-il une invention du néolithique ? Je me suis posé la question, est-ce que le patriarcat est une invention néolithique ? Et donc j'ai commencé à regarder, ça ne figure pas dans le livre, en tout cas de manière aussi développée, j'ai commencé à regarder les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, c'est-à-dire celles qui datent entre 7000 avant Jésus-Christ jusqu'à 5005. Et pour cette période-là, on a de grands cimetières avec pas mal d'individus qui ont été enterrés. Les études ne font que démarrer, mais en tout cas, on retrouve des identités marquées entre des hommes et des hommes avec les flèches, les femmes sans ces flèches. Donc, on retrouve aussi, même si c'est pour le moment moins bien documenté, une alimentation différente entre les hommes et les femmes. On retrouve aussi une structuration des cimetières qui pourrait effectivement les faire penser à celle qui a été mise pour le Rubané. Donc le patriarcat, je pense qu'il est bien développé au néolithique, mais peut-être que tout était d'ores et déjà mis en place pour qu'il prenne. Tout était d'ores et déjà mis en place dans les périodes précédentes pour qu'ils s'épanouissent après dans le cours de la préhistoire et de l'histoire.